Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et donc, on attaque avec le docteur Emmanuel Berthelot, qui est cardiologue, spécialiste dans la science cardiaque et qui est à Bicêtre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ben merci Clément, merci Guillaume. Donc moi, je vais vous parler d'hypertension pulmonaire et en particulier de l'hypertension pulmonaire liée aux maladies du cœur gauche. Première question qu'on se pose, qu'est-ce qu'une hypertension pulmonaire? J'essaye de changer les diapositives, j'espère que ça marche. Oui. Alors, en fait, qu'est-ce qu'une hypertension pulmonaire? Une hypertension pulmonaire, c'est une anomalie physiopathologique. Moi, finalement, j'aime bien dire que c'est un biomarqueur. Finalement, ce n'est pas en tant que tel une maladie, c'est plusieurs maladies, et c'est surtout une anomalie qui concerne un niveau de pression dans l'artère pulmonaire. Donc, ça a été classifié et décrit dans des recommandations depuis de nombreuses années. Les dernières en date datent de 2015 et en fait, il y a un update récent sur cette définition avec des niveaux de pression pulmonaire un peu plus faibles qui est sorti en 2018. Mais les guidelines qui tiennent encore enfin qui sont celles qui sont publiées de 2015, nous disaient qu'en fait donc une hypertension pulmonaire, c'est l'élévation dans l'artère pulmonaire moyenne, une augmentation de la pression supérieure ou égale à 25 mm de mercure. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui il y a un papier qui dit que déjà à 20 mm de mercure de pression artérielle dans l'artère pulmonaire, il existe une hypertension pulmonaire. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un niveau trop élevé de pression dans l'artère pulmonaire. Il y en a finalement deux grands types. Il y a les hypertensions pulmonaires précapillaires et les hypertensions pulmonaires post-capillaires. Celles qui nous intéressent en cardiologie, c'est les post-capillaires. C'est celles qui sont les plus fréquentes, c'est celles que le cardiologue voit le plus fréquemment. Ça représente environ 80% des hypertensions pulmonaires et c'est lié donc à trois types de maladies. On va y revenir tout à l'heure. Dans la définition, les auteurs se sont intéressés pour ce qui est de l'hypertension pulmonaire liée au cœur gauche ou post-capillaire, au fait qu'il y ait une élévation ou non des résistances pulmonaires, des résistances vasculaires pulmonaires. Je ne peux pas vous répondre, je vais répondre plus tard, je vous rappelle. Merci. Et donc une élévation de la pression dans la résistance vasculaire pulmonaire inférieure ou égale à supérieure à 3 unités Wood. Je vais vous montrer un petit peu d'où ça vient avec un papier qui a été publié. Et donc, un autre marqueur qui a été utilisé récemment, c'était le fait d'avoir une élévation du gradient dans une différentielle en fait un DPG en fait inférieur à 7 mm de mercure ou supérieur ou égal à 7 mm de mercure et je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc, comme je vous le disais, cette hypertension pulmonaire liée aux maladies du cœur gauche peut être liée à trois grandes maladies, en fait, l'insuffisance cardiaque, systolique ou diastolique, les maladies valvulaires et les maladies congénitales, mais qui en fait sont des maladies congénitales liées à des anomalies obstructives dans le ventricule gauche, ou en tout cas, c'est une anomalie qui naît dans le ventricule gauche. Pourquoi donc on a fait des différences concernant les hypertensions pulmonaires post-capillaires liées aux maladies du cœur gauche? On a donc scindé ces hypertensions dans les définitions en fonction je dirais, du niveau de résistance pulmonaire, parce qu'on s'est aperçu finalement qu'il y avait des patients qui avaient une hypertension pulmonaire post-capillaire qui présentaient un pronostic péjoratif en fait un peu plus défavorable et c'était en lien avec une élévation des résistances dans l'artère pulmonaire, en parallèle d'avoir en fait finalement la pression dans l'artère pulmonaire qui était augmentée. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait cette dichotomie. En fait, les papiers ultérieurs étaient un petit peu moins… Au début, on s'est dit, bon, en fait, ça veut dire que cette hypertension pulmonaire est fixée, qu'elle n'est pas réversible, et on va voir peut-être à quoi ça correspond sur le plan physiopathologique. Il s'avère que finalement, ces explications physiopathologiques sont pas si certaines que ça, et d'autre part, elles
et d'autre part, le lien de non-réversibilité et le lien péjoratif est aussi un peu discuté par la suite, hein, puisque en fait, c'est déjà un papier qui date de 10 ans. Mais en fait, c'est comme ça qu'elles ont été commentées dans les, qu'elles ont été décrites dans les recommandations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait finalement une hypertension pulmonaire liée à une maladie du cœur gauche? Je vous ai dit tout au début, finalement c'est un biomarqueur, c'est un marqueur d'élévation des pressions initialement dans l'oreillette gauche, puis en retentissement dans le circuit pulmonaire, en particulier dans l'artère pulmonaire, mais qui est lié finalement à une élévation des pressions dans le cœur gauche. Hein. Donc en fait, initialement, c'est véritablement une augmentation de la précharge, une congestion pulmonaire et qui est liée à une maladie du cœur gauche, contrairement aux hypertensions capillaires qui sont liées à une maladie du vaisseau pulmonaire ou du parenchyme pulmonaire, avec une conséquence en fait sur le capillaire, mais qui est finalement liée à une maladie pulmonaire. Hein, donc voilà, je vous remets les grands types de maladies qui vont entraîner une hypertension pulmonaire, qui vont entraîner une hypertension pulmonaire dans les maladies cardiaques gauches, donc l'insuffisance cardiaque, les maladies valvulaires et certaines cardiopathies congénitales. Comme je vous disais, au niveau physiopathologique, ça correspond à quoi? En fait, il faut s'apercevoir que le ventricule gauche a pour fonction d'éjecter suffisamment de débit pour alimenter la circulation systémique. Et le poumon a pour objectif d'oxygéner le sang pour permettre une oxygénation par la suite de tous les tissus. En fait, le but de cette circulation, c'est de maintenir une alvéole toujours sèche. Et donc, le rôle du ventricule droit, quand on réfléchit à ça, eh bien, en fait, le rôle de l'alvéole, ça va être d'éjecter de tamponner finalement toutes les petites variations de pression, qu'elles soient oncotiques ou hydrostatiques. Et derrière, le rôle du ventricule droit, ça va être de tamponner finalement toutes les grosses variations de pression pour pouvoir absorber les différences de pression qui sont liées à plein de phénomènes, hein, notamment l'exercice physique, enfin plein de conditions parfois physiologiques qui vont amener à faire varier la pression artère pulmonaire et dans le capillaire pulmonaire. Et vous voyez, en fait, dans le capillaire pulmonaire et au niveau des alvéoles, eh bien, en fait, il y a une évacuation naturelle de tous les liquides pour maintenir une alvéole sèche. En fait, c'est ça qui est l'objectif principal pour maintenir l'oxygénation du sang. Et en fait, quand on arrive à un niveau d'hypertension pulmonaire, il y a finalement un mécanisme délétère qui se met en route et qui va en fait créer une dysfonction endothéliale au niveau de l'artère du vaisseau capillaire pulmonaire, pardon, et donc un épaississement des vaisseaux qui peut donc augmenter aussi les résistances au niveau du vaisseau pulmonaire et qui donc montre en fait une évolutivité plus importante de la maladie au niveau du capillaire pulmonaire. Comment ça se voit? Ça, c'est en fait des coupes de capillaires pulmonaires chez des patients qui avaient des poumons mitraux, donc en fait des élévations chroniques de la pression dans l'artère pulmonaire et qui avait un retentissement sur le vaisseau pulmonaire capillaire. Et vous voyez en fait des épaississements très importants qui étaient finalement corrélés à l'élévation des résistances, cette fois-ci dans le capillaire pulmonaire. Donc, vous voyez à la fois au début une maladie passive finalement, et puis au fur et à mesure, ou en tout cas une anomalie physiopathologique passive, et puis au fur et à mesure finalement, on voit qu'en fait, à force d'avoir un mécanisme délétère, eh bien ça entraîne finalement des anomalies physiopathologiques, des anomalies anatomiques plus fixées et un remodelage sur le capillaire pulmonaire. Et donc là, je vous disais, je vous montre un petit peu le VD, juste pour revenir sur cette histoire de rôle de tampon du VD que j'aime beaucoup en fait comparer justement à une sorte de
de tampon qui est là pour absorber les modifications de pression. Donc, juste pour vous montrer que le ventricule gauche, il est bien musclé pour envoyer le sang. Lui, son rôle, c'est d'envoyer le sang dans la circulation systémique. Le ventricule droit, c'est un rôle plutôt de tampon pour réguler les différences de pression qui vont pouvoir qui vont s'opérer dans la circulation pulmonaire. Et donc, c'est un ventricule qui est très sensible aux variations de pression. Alors, juste pour revenir donc après dans le vif du sujet, pourquoi on parle d'hypertension pulmonaire? Eh bien, et qu'est-ce que ça veut dire une hypertension pulmonaire? En fait, une hypertension pulmonaire, c'est, comme je vous disais, très souvent lié à une maladie cardiaque gauche et en particulier à l'insuffisance cardiaque qui touche, comme je vous le rappelle, environ 2,3% de la population. Et dans les insuffisances cardiaques, si on prend les registres multiples et variés qui ont été faits dans l'insuffisance cardiaque, eh bien, on retrouve une hypertension pulmonaire environ dans 30 à 70% des patients. Je ne vous cache pas que les chiffres sont très variables parce que en fait, ça va dépendre des conditions hémodynamiques du moment où sont faites les échographies chez les patients pour lesquels on fait les relevés de mesures de pression pulmonaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a des ranges de pression pulmonaire qui sont très variables chez ces patients. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, nous, cardiologues, c'est quand on voit un patient avec une hypertension pulmonaire en échographie, il faut chercher la maladie cardiaque gauche et il faut penser facteur pronostic péjoratif. Voilà, donc je vous montrais en fait je vous parlais de facteurs pronostiques péjoratifs. Donc là, c'est une des études, il y en a eu plusieurs. En fait, c'était un sujet, je dirais, qui a été beaucoup publié dans les années 2010, 2015, et donc dans l'insuffisance cardiaque pour dire effectivement, attention, quand vous avez patient avec une insuffisance cardiaque, le fait d'avoir une hypertension pulmonaire ou une dysfonction ventriculaire droite, eh bien c'est un facteur pronostic péjoratif. Et donc, ça a été publié dans de nombreuses études. Alors, qu'est-ce que fait le cardiologue quand il voit une hypertension pulmonaire? Eh bien, en fait, il va, déjà le patient souvent il vient pour une dyspnée et donc il va falloir réfléchir en termes de symptômes, en termes de dyspnée. Et puis souvent, le cardiologue il va faire un NT-proBNP et il va faire une échographie cardiaque. Et alors donc, en fait, finalement, quand il est devant des critères qui sont, alors, il y a deux cas de figure. Finalement, soit on est sûr que c'est une insuffisance cardiaque, et à ce moment-là, on va se passer, parce que la question derrière, c'est de savoir à quel moment je vais référer mon patient pour réaliser un cathétérisme cardiaque droit et comment je vais hiérarchiser mes examens pour aller un petit peu plus en avant, à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan pronostic pour savoir à quoi correspond cette hypertension pulmonaire, comme je vous disais, biomarqueurs et biomarqueurs de sévérité des maladies. Donc, on va faire une échographie, on va déceler, je vais vous montrer comment, qu'il y a une hypertension pulmonaire. Et après, il va falloir savoir dire si c'est une maladie du cœur gauche. Voilà, j'ai une valvulopathie, j'ai une insuffisance cardiaque, une FPF, ou alors une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. C'est évident, je vais traiter mon patient avec les bons traitements. Soit je ne suis pas sûre, et à ce moment-là, il va falloir éliminer deux maladies qui sont très fréquentes et qui causent des hypertensions pulmonaires, mais cette fois-ci précapillaires. C'est tout ce qui est maladie du parenchyme pulmonaire, en particulier la BPCO, les fibroses pulmonaires. Donc, on va faire un scanner pulmonaire à nos patients ou au moins une radio. Et la deuxième cause, c'est finalement ce sont les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques. Et donc, on va faire une scintigraphie de ventilation-perfusion pour éliminer cette cause. Et si on n'est toujours pas sûr et qu'on n'a vraiment pas d'arguments pour penser que c'est une insuffisance cardiaque ou une hypertension pulmonaire liée à une maladie du cœur gauche, on va référer le patient à un centre de référence qu'on a tous dans nos régions pour faire un cathétérisme cardiaque droit et éventuellement discuter de la cause et du traitement à mettre en place chez ce patient. Voilà, donc je vous disais, les examens utiles au screening, au diagnostic et au suivi du patient, dans un premier temps, c'est l'échographie cardiaque. Et en fait, comment on fait un diagnostic d'hypertension pulmonaire? Eh bien, on fait classiquement une Vmax d'IT qu'il faut évaluer précisément, prendre le temps, faire plusieurs incidences. Je vous montre un petit peu
Enfin, je vais vous montrer quelques écueils à éviter. Hein. Moi, je travaille dans un centre de référence d'hypertension pulmonaire, donc faire des images d'insuffisance tricuspide très précises et mesurées, j'essaie de le faire au mieux tous les jours. Je vois que souvent dans les comptes rendus, c'est pas évident. Il y a plusieurs écueils donc à éviter. Donc déjà, multiplier les incidences, avoir une mesure téléexpiratoire, être bien aligné sur l'insuffisance tricuspide, ne pas extrapoler, vous voyez, hein, baisser les gains finalement, avoir une Vmax bien visible sur cette image d'insuffisance tricuspide. Et puis éviter, donc là, vous voyez, quand vous n'êtes pas très bien, en fait, il faut chercher d'autres marqueurs d'hypertension pulmonaire. Je vais vous montrer juste après, pour savoir si oui ou non il y a une hypertension pulmonaire chez ce patient, pour votre maxité. Et puis, c'est en fait le cas de figure où finalement on a un peu mis trop de gains, donc on va surestimer ici la Vmax d'unité, et ici on a baissé les gains et on voit beaucoup mieux. Hein. Donc en fait, il faut vraiment faire plusieurs incidences et pas trop de gains, c'est important pour évaluer de façon précise l'hypertension pulmonaire, et c'est ce qui est marqué au fait, c'est ce qui nous a été enseigné dans ce papier de Mariam Amselem, qui montre en fait que plus l'opérateur est entraîné et plus les machines sont mieux réglées, et bien plus on est corrélé au fait avec le cathétérisme cardiaque droit. C'est pas un scoop. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, on est plutôt bien corrélé au cathétérisme cardiaque droit pour évaluer en échographie les pressions pulmonaires quand le patient il a des pressions pulmonaires qui sont pas trop élevées, qu'on a vous voyez, en fait, pour des niveaux de pression pulmonaire inférieurs à 40 mm, on a souvent des ranges, enfin, on a des valeurs qui sont des deltas avec la mesure du cathé droit qui sont parfois inférieurs à 10 mm de mercure. Par contre, quand on va plus vers des chiffres de pression pulmonaire plus élevé, eh bien en fait, il y a une plus grosse différence souvent entre l'estimation échographique et l'estimation par l'OKT. Quand on n'a pas d'IT fiable, eh bien, on peut regarder les retentissements de l'hypertension pulmonaire, en particulier regarder le ventricule droit, voir s'il est dilaté, s'il y a une inversion de la courbure septale, chercher un temps d'accélération pulmonaire court, chercher aussi la dilatation du tronc de l'artère pulmonaire. On peut regarder aussi donc la fonction du ventricule droit. Si elle est diminuée, eh bien en fait c'est aussi en faveur soit d'une dysfonction VD isolée, soit d'une hypertension pulmonaire associée. Moi j'aime bien utiliser le temps d'accélération de l'artère pulmonaire, puisqu'en fait, quand il est inférieur, enfin, ça dépend des papiers, mais là, c'est celui des recommandations. Quand il est inférieur à 100 ou 105 millisecondes, eh bien, en fait, on est plutôt en faveur d'une hypertension pulmonaire, et surtout si on a un aspect de notch sur le flux d'éjection pulmonaire artérielle. C'est très important, une hypertension pulmonaire. Voilà, donc ça, c'est pour le diagnostic de l'hypertension pulmonaire. Quid de faire d'autres examens que l'échographie afin de référer notre patient au cathé droit? Eh bien, en fait, il y a effectivement quelques papiers. Là, je vous en montre un. Il y a une littérature qui n'est pas très riche sur l'estimation de l'hypertension pulmonaire avec l'IRM ou le scanner d'ailleurs. En fait, ce qu'on voit surtout, vous savez, c'est des examens morphologiques. Hein. Le scanner et l'IRM, c'est peut-être parfois un peu plus précis pour voir certaines structures que l'écho, quand on ne voit pas très bien avec l'écho. Mais en tout état de cause, c'est beaucoup moins fiable pour estimer des niveaux de pression dans l'artère pulmonaire. Hein. Il y a un papier plus récent là, qui a été publié. Ils ont sorti une formule avec des logarithmes et je ne sais combien d'expressions pour nous dire que c'était qu'il y avait ils arrivaient à faire des corrélations entre la mesure avec une mesure d'IRM et le niveau de pression pulmonaire mesuré au cathétérisme cardiaque droit. Je vous en prie, c'est un peu compliqué, je ne suis pas sûre que ce soit très fiable, ça a été fait que dans un papier. Donc en fait, il faut rester simple. Il va falloir faire une échographie et puis finalement, quand on va faire une échographie dans 3 cas. Hein, on va faire une échographie et on va faire un cathétérisme cardiaque droit pour confirmer le diagnostic dans 3 cas. Quand on a un cas difficile et qu'on n'est vraiment pas sûr que ce soit une hypertension liée à une insuffisance cardiaque. Quand on a une suspicion d'hypertension pulmonaire précapillaire, parce qu'en fait, avant toute mise sous traitement spécifique de l'hypertension précapillaire, j'insiste, hein, donc c'est tous les traitements spécifiques
type Bosentan, inhibiteur des PDE5, tout ça, c'est indispensable de faire un cathétérisme cardiaque avant la mise sous traitement. Et enfin, le bilan, dans les bilans pré-greffe cardiaque, on peut faire aussi, on fait systématiquement un cathétérisme cardiaque droit parce que, comme vous le savez, le fait d'avoir une hypertension pulmonaire fixée est une possible contre-indication à la greffe, ou en tout cas on peut faire des techniques pour voir si c'est réversible, poser des assistances, mais enfin en tout cas ça complique un petit peu l'inscription sur liste de greffe cardiaque. Voilà, donc le rôle du cathétérisme cardiaque droit, c'est de confirmer la présence d'hypertension pulmonaire, de caractériser son type et de parfois de compléter l'exploration hémodynamique, en particulier en cas de bilan pré-greffe. Bon, je vous ai mis un cathé, je pense que vous en avez vu beaucoup. Là, c'est pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on voit au cathé. Hein. Donc, en fait, on ne fait pas des cathés évidemment à tout le monde quand on voit une hypertension pulmonaire. La question est de savoir à qui on fait des cathés. J'ai répondu à cette question juste précédemment. Le cathé, donc, il nous donne le niveau précis de la mesure dans l'artère pulmonaire. Hein. Donc, vous voyez en fait là ici une élévation, un PAP moyenne à 53 mm de mercure. Il vous donne l'origine pré- ou post-capillaire en regardant donc la pression capillaire, PAPO. Donc là, elle est augmentée, supérieure ou égale à 15. Et donc, on sait que c'est une hypertension pulmonaire post-capillaire. Et puis, il nous donne un niveau de POD. Donc, on sait si on a en fait un peu une hypervolémie associée. Et il nous donne une idée sur les résistances vasculaires pulmonaires qui nous donne, comme je vous l'ai dit tout au début, peut-être une idée de la gravité finalement de l'hypertension pulmonaire, du niveau de sévérité, du niveau de fixation, du fait que ce soit fixé ou isolé ou réversible, et de savoir est-ce qu'on va pouvoir proposer donc une greffe à nos patients. Juste quelques images pour vous montrer en fait la différence entre une hypertension précapillaire et post-capillaire, parce qu'on a beaucoup travaillé dans le service sur ça. Précapillaire, vous avez un VG qui est tout petit, vous n'avez pas de valvulopathie, vous avez un septum paradoxal, le VD il est très gros, vous avez une dilatation de l'artère pulmonaire. Là, vous voyez, en cas de cavité, vous avez vraiment VDOD très, très dilaté. Le FPF, c'est pas du tout comme ça que ça se présente. Hein. Vous avez un VD qui est souvent beaucoup moins dilaté. Vous avez des épaisseurs de parois VG qui sont un peu augmentées, souvent une petite IM, une OG dilatée. Et voilà, et ça, c'est une hypertension qui est liée à une insuffisance cardiaque. On a même proposé, nous, on a même publié un score pour proposer, dans les cas difficiles, parce qu'on avait souvent ce cas de savoir est-ce que c'était des hypertensions pulmonaires liées à des maladies cardiaques gauches, FPF, ou alors à des hypertensions précapillaires. Et nous, ce qui ressortait dans notre score, c'est que si le patient a des antécédents de diabète, de fibrillation auriculaire, une dilatation de l'oreille gauche, un VD pas trop dilaté et une élévation de la masse VG sur son échographie, eh bien, on était plutôt en faveur d'une hypertension pulmonaire liée à une FPF, et on était un peu rassuré. Enfin, il fallait mettre le patient sous diurétique avant de l'adresser à faire un cathétérisme cardiaque droit. Donc, concernant les hypertensions pulmonaires post-capillaires du groupe 2 liées à l'insuffisance cardiaque, et donc comme je vous disais, c'est un biomarqueur, en fait surtout un marqueur pronostic péjoratif dans l'évolution de la maladie. Il n'y a pas de traitement spécifique à ce jour. Il nécessite surtout de l'optimisation du traitement médical qui dépend de la cause. Donc par exemple, le traitement des valvulopathies, en particulier interventionnel, optimiser le traitement diurétique et la volémie surtout, et optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque avec tous les traitements qu'on a aujourd'hui à notre actif, bêta-bloquants IEC, anti-aldostérone, ARNI, et puis aujourd'hui les glyphosines. Et on peut proposer une greffe lorsque le patient a une pathologie avancée. Tous ces traitements spécifiques n'ont pas montré d'amélioration dans les hypertensions précapillaires, et peut-être une nouvelle piste, enfin ça a été quelque chose qui a été publié il y a déjà quelques années sur les shunts interatriaux pour décharger les pressions dans l'artère pulmonaire. Mais c'est pas du tout montré pour l'instant, c'est pas fait de façon très fréquente encore dans le traitement des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Voilà, donc en pratique, je vais peut-être dépasser un peu mon temps, je pense. Oui. Donc, hypertension post-capillaire les plus fréquentes, c'est un biomarqueur, c'est un marqueur
péjoratif. Il faut d'abord faire une écho, évaluer la volémie, peut-être faire un test diurétique, proposer un traitement étiologique et référer au cathétérisme cardiaque dans les cas où on n'est vraiment pas sûr du diagnostic, ou c'est une hypertension précapillaire, ou alors dans un contexte de bilan pré-greffe cardiaque pour savoir si le patient est éligible à la greffe cardiaque. Je vous remercie de votre attention. Merci Emmanuel. Merci Vous avez des questions? Guillaume, tu as peut-être des questions? Emmanuel. Non, ça s'intègre vraiment très bien avec les deux cours précédents qu'on a fait sur le cathétérisme cardiaque droit, donc ça les complète et je te remercie Emmanuel. Ce qui était intéressant, c'est sur le diagramme, pour ce cathétérisme cardiaque droit, il se fait plutôt après une scintigraphie, ventilation-perfusion, notamment ce que tu expliquais, les maladies pulmonaires et puis les maladies vasculaires pulmonaires. Ah oui, ça c'est les recommandations, c'est tout à fait. En fait, très clairement, c'est dans les recommandations. Et nous, en fait, en travaillant avec le centre de référence de français, moi je travaille à Bicêtre avec avec le centre de référence d'hypertension pulmonaire, donc Marc Imbert et David Montagny. Très clairement, en fait, il faut investiguer l'hypertension pulmonaire avant d'avoir un cathétérisme cardiaque. Nous, enfin, voilà, c'est comme ça qu'on fait. On a des bons échographistes qui font des relectures et des réexpertises échographiques pour vraiment bien évaluer déjà le niveau, l'estimation du niveau d'hypertension pulmonaire s'il y en a une, le bilan étiologique en regardant bien s'il y a d'autres paramètres qui peuvent nous faire évoquer une insuffisance cardiaque ou une autre étiologie, et puis un bilan systématique avant de référer au cathétérisme cardiaque 3. On fait systématiquement une scintigraphie et souvent un scanner, un gaz du sang, des EFR pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres pathologies respiratoires. C'est comme ça qu'on fait, mais c'est vrai que je sais que j'ai discuté avec Fabrice Bauer, et c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus rapidement au cathétérisme cardiaque droit. Je pense que dans d'autres centres, vous allez plus rapidement au cathétérisme cardiaque droit. Mais nous, en fait, c'est parce qu'on a énormément de patients référés, en fait. Je pense que c'est une histoire de flux de patients. Peut-être. Oui, c'est ça, on a peut-être plus d'accessibilité, moins de... On t'entend pas très bien, Guillaume. L'idée aussi, c'est que je pense qu'il y a les problématiques d'adressage, c'est-à-dire que vous arrivez pour un centre expert sur la HPAP. Vous tenez compte un petit peu du gradient Oui, j'ai une question sur le gradient transpulmonaire. C'est ce que vous en tenez compte? Oui. Et alors, oui, effectivement. Donc, moi, juste pour... c'est une littérature qui a fait coller beaucoup d'encre, je dirais, dans les années 2000. Enfin, suite au papier de Gergès, là, c'était en 2013. Donc, du coup, ça fait presque 10 ans. Et en fait, il y a eu une grosse discussion parce que c'était en fait, c'est ce papier que je vous ai présenté tout au début du topo. C'était dire finalement, là, on était sur des patients, donc c'était une étude finalement rétrospective sur des patients qui avaient eu un cathétérisme cardiaque qui était référé dans un centre de référence et qui était référé pour un cathétérisme cardiaque droit. Et en fait, ils ont essayé de caractériser un peu plus loin les patients dont en fonction du profil hémodynamique, et ils ont proposé, ils ont jugé que le fait d'avoir une élévation des résistances ou du gradient était plutôt péjorative, et c'est pour ça qu'ils ont, en fait, le gradient est rentré dans la définition. Alors après, moi, pour travailler justement avec des gens spécialistes de l'hypertension pulmonaire et avec aussi la pitié-salpêtrière pour les bilans de pré-greffe, en fait, ce gradient, il faut savoir à quoi il nous sert vraiment. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, c'est une piste de traitement pour nos patients. On va pouvoir traiter ces patients qui ont une insuffisance cardiaque un peu différemment des autres. Et en fait, avec
avec les papiers qui ont été publiés, donc c'est les essais Mélodie, et puis avec le Massy-Tantan, et puis en fait il y a eu d'autres études. Voilà, il y a Sérénade qui va sortir aussi avec des traitements spéciaux, enfin des traitements ciblant l'hypertension pulmonaire précapillaire. En fait, on s'aperçoit que le fait d'avoir des gradients, ce gradient dans l'insuffisance cardiaque, eh bien en fait ça n'indique pas, ça indique peut-être un facteur péjoratif, hein, pronostic péjoratif, mais néanmoins, ça n'indique pas de traiter spécifiquement ces patients. On a la réponse sur plusieurs études. Je suis pas sûre qu'il y aura d'autres études parce qu'en fait, on a vu que c'était une piste qui n'était pas très facile à démontrer. Et en fait, ces patients sont pas faciles à trouver. Il faut faire des cathés systématiques. Enfin, c'était des recrutements qui ont été d'ailleurs assez difficiles dans ces études, hein, pour lesquels d'ailleurs nous on a participé on a participé à ces études. Donc en fait, ce gradient, on en est resté surtout au fait que ce soit un marqueur certainement péjoratif, pronostic péjoratif, aussi pour les patients par rapport à la greffe, le fait d'envisager une greffe cardiaque, mais pas par rapport au fait d'avoir un traitement spécifique médicamenteux. Donc voilà, on en reste sur un paramètre pronostic, mais pas sur du traitement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, je pense parfaitement. Merci beaucoup, Emmanuel. On a coupé la caméra parce qu'on a un débit qui n'est pas très très fort avec la connexion. Mais en tout cas, non, c'était extrêmement clair. Et encore une fois, on te remercie pour la présentation. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée. Et on va continuer avec la présentation de Michel Galinier, à qui je vais passer la main. Voilà.